Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, délocalisation des services de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital organise une marche de protestation samedi. Les syndicalistes dénoncent un plan de liquidation de l'hôpital. Dans cette affaire, tout a été fait dans la transparence selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Marie-James Ngom Ndiaye s'est exprimée après avoir visité les différentes structures d'accueil. Dans l'actualité également, les intempéries ont fait des dégâts à Matam. Des pics de 148 mm de pluie ont été enregistrés un peu partout dans la région. Le marché central et l'hôpital régional ont été envahis par les eaux. Le préfet de la région a saisi l'État central pour l'organisation des secours. Et puis, présidentielle 2024, Ousmane Sonko déclare sa candidature. Pour le leader de PASTEF, les Patriotes, le pouvoir en place veut le rendre inéligible. Plus de détails dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Affaire de la délocalisation de l'hôpital Aristide Le Dantec, les syndicalistes ne décolèrent toujours pas. Selon eux, ce plan de délocalisation est une liquidation de la structure hospitalière. Le collectif pour la défense de l'hôpital et la sauvegarde de l'hôpital Le Dantec va organiser une marche de protestation samedi prochain. Compte rendu Mariam Ndiaye et Pape Sangone Mbaye. Un plan de déguerpissement, de liquidation, rien d'autre. C'est ainsi que qualifie le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec sur la situation qui prévaut. Nous allons aborder le sort des malades. Nous avons vu et constaté, à l'hôpital nous étions présents, que les malades ont été sortis, jetés dans la rue, alors qu'ils avaient toujours besoin de soins des praticiens de l'hôpital. Et il y a des choses qui arrivent, qui sont tellement graves. On parle de catastrophe sanitaire. Il y en a qui pensent que c'est un gros mot, mais c'est ce qui se passe. Déjà, nous avons enregistré un mort d'homme. Quelqu'un qui était venu à l'hôpital pour se faire soigner devait recevoir un acte chirurgical au niveau du bloc de l'urologie. À sa grande surprise, il n'a trouvé personne. Le bloc a été fermé. Nous avons saisi un huissier, nous avons fait le constat. Donc, ce ne sont pas que des rumeurs. J'ai le numéro de téléphone du malade, le numéro de téléphone de l'accompagnant. Donc je l'ai appelé récemment. Ce qu'il m'a dit qu'en cours de route, le patient est décédé. C'est arrivé. Et c'est un cas parmi d'autres. Nous allons vivre une situation catastrophique sanitaire dans ce pays. Il y a bien eu un plan d'établissement suite à des assises de l'hôpital en 2005. Un plan moins coûteux, remis au goût du jour en 2012 et validé en 2014. Qui n'attend que le feu vert de l'État. Nous avons déjà un projet d'établissement qui date de 2012 et qui a fait l'objet de validation par une commission nationale. Le président connaît mieux que tout le monde ce projet, puisqu'il était venu à l'hôpital Aristide Le Dantec en 2014. On lui a présenté ce projet, il avait pris les engagements de reconstruire l'hôpital sur la base de ce projet. Et il y a un contrat qui lie l'hôpital, le directeur Babacar Thiandoum, qui a déjà signé un contrat sous forme de BOT avec un promoteur sénégalais. Maintenant, tout le monde le connaît, c'est Génétique International, qui a déjà trouvé le financement nécessaire qui est de 92 milliards pour reconstruire. Il n'attend que le feu vert de l'État pour faire la pose de la première pierre. En ce moment, le redéploiement des travailleurs dans d'autres structures de santé inquiète. Le redéploiement du personnel et le déménagement même de l'hôpital, c'est fait en catimini. On ne peut pas redéployer, donc réaffecter le personnel en un temps record. Donc l'hôpital Aristide Le Dantec reste ce qu'il est. C'est un monument. Donc je pense qu'il fallait en amont convoquer toutes les personnes, prendre le temps nécessaire pour faire ce redéploiement si nécessaire. Pour mettre l'État face à ses responsabilités, disent-ils, les membres du collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec organisent ce samedi une marche à partir de 10h de la place de la Nation à la RTS. Et la ministre de tutelle s'est exprimée publiquement pour la première fois sur cette affaire. Mais pour Marie-James Ngom Ndiaye, tout a été fait dans la transparence et en parfait accord avec les autorités de l'hôpital de Dantec. La ministre s'est exprimée en marge de sa visite dans les différentes structures d'accueil aujourd'hui. Compte rendu Fatima Touré. Ils ont conclu avec son Excellence
qu'on doit reconstruire Dantec. Et pour reconstruire Dantec, en tout cas moi, ce que j'ai vu à la sortie, à la télé, ils ont brandi pour dire qu'ils ont accepté qu'on construise sur 3 hectares. Et ce pays a des experts sur le plan foncier. Ce pays a des planificateurs. Ce pays a des élus. Ce pays a des juristes, à tout. Si certains pensent qu'ils peuvent faire des enquêtes parlementaires, aller dans la société civile, c'est le droit le plus absolu. Mais nous, nos missions, c'est de faire de la prévention, de la promotion et du traitement. Sur le dossier du foncier, il ne faut même pas essayer de me poser des questions. Le moment venu, faites vos enquêtes parlementaires, c'est votre droit le plus absolu. Nous sommes dans un pays de droit, un pays organisé et qui est dans la méthode. Ceux qui vont porter plainte n'ont qu'à porter plainte. Man, comment porter plainte, oui. Mais il faut que quelqu'un me porte plainte. L'État a porte plainte. L'État a un agent judiciaire de l'État. Si je suis nous devons porter plainte. Si je porte plainte, docteur, qui porte plainte, Tout autre chose à présent, des pics de 148 mm de pluie un peu partout dans la région de Matam, de nombreuses localités inondées à Ourossogui, au-delà des habitations, le marché central et même l'hôpital régional inondé également. Des sinistrés demandent l'aide de l'État. Ali Bandelion et Lachli. Avec 148 mm à Orefondé, 128 mm à Ourossogui et 97 mm à Ogo, ce sont les plus fortes pluies qui tombent sur Matam. Des grandes quantités d'eau qui ont envahi les localités, comme c'est le cas à Ourossogui, où plus de 150 maisons sont inondées avec des bâtiments effondrés. C'est une situation récurrente. Chaque année, pendant l'hivernage, nous vivons ce calvaire. C'est comme si on nous laisse avec notre souffrance. Ils ont réalisé des ouvrages sur la RN2 entre Ourossogui et Bakel, mais en ne tenant pas en compte du chemin de l'eau. C'est ce qui fait que chaque année, quand il y a des fortes pluies, nous sommes des sinistrés, nous sommes victimes. Regardez, on a tout perdu. On a perdu nos bagages, on a perdu nos aliments. Et il n'y a personne pour nous rembourser. Tout cela, c'est la conséquence de mauvais boulot, de mauvais travail. Il faut que les autorités tiennent en compte de la souffrance des populations que nous sommes. Vous l'avez constaté vous-même, nous entretenons le plus grand site d'accueil ici, c'est le plus grand hôtel de Ourossogui. Vous avez vu aujourd'hui, tout le monde est parti, il n'y a pas un seul client aujourd'hui. L'eau a chassé tout le monde, c'est inacceptable. Tout cela à cause d'un petit pont qu'ils nous ont mis. Ils auraient dû mettre de grands ouvrages qui permettent à l'eau de continuer sa circulation. Mais aujourd'hui, vous le voyez, c'est un grand préjudice. Nous sommes quand même des Sénégalais qui avons entrepris, c'est des Sénégalais qui travaillent ici. On doit quand même être beaucoup plus sérieux. Au marché central de Ourossogui, ravagé récemment par un violent incendie, les eaux sont venues rendre la vie beaucoup plus compliquée. Les fortes pluies ont également emporté le logement de l'infirmier chef de poste de Sinthiou Garba. Ces mêmes eaux de ruissellement n'ont pas épargné le centre hospitalier régional de Ourossogui, où les autorités administratives locales étaient obligées de déployer une motopompe. Des dégâts constatés par le préfet du département et après avoir visité la brèche ouverte sur la digue de protection de la ville de Ourossogui, des motopompes ont été déployées à l'hôpital pour libérer les lieux des eaux. Le préfet de Matam, Souleymane Ndiaye, avec Ali Bandelion. Naturellement, vous constatez avec nous que toutes les maisons sont envahies par les eaux. Je suis présentement à Ourossogui pour faire une visite de reconnaissance. À peu près une centaine de maisons sont prises par les eaux et nous dénombrons aussi au moins une cinquantaine de bâtiments en banco effondrés. Alors, heureusement pour nous, nous n'avons pas dénombré de blessés ni de pertes en vies humaines. J'allais dire que tous ces dégâts-là ont été causés par l'affaissement de la digue de protection qui se situe au niveau de l'aéroport. Nous avons engagé des motopompes au niveau de l'hôpital de Ourossogui et au niveau du poste de santé de Sinthiou Garba pour pouvoir libérer ces deux infrastructures qui sont des points sensibles, j'allais dire. Donc je pense qu'on va même envoyer une expression des besoins au niveau central pour nous renforcer en motopompe.
À Thiès, plusieurs quartiers en proie à des inondations. Le service national de l'hygiène lance une vaste campagne de saupoudrage et de traitement des bassins de rétention. Il s'agit là d'un acte de prévention contre les maladies saisonnières. Cheranta Diop, c'est la tire. Thiès a reçu d'importantes quantités de pluie. Au niveau de plusieurs quartiers de Thiès, les eaux stagnantes sont visibles partout, surtout à Petit Cali. Cela engendre la prolifération de vecteurs. Donc au niveau de l'eau, vous voyez qu'il y a des gens qui marchent donc, en enjambant ces plans d'eau. Donc là, le risque c'est qu'il y ait une recrudescence de maladies dermatologiques. C'est qu'il y a ce mélange donc, de ce liquide avec les eaux issues des fosses septiques, des canalisations qui sont défectueuses à certains endroits. Le risque c'est qu'il y ait des maladies qui sont liées au péril fécal. La brigade régionale de l'hygiène de Thiès donc, a commencé à effectuer des activités allant dans le sens donc, de protéger la population. Avec des opérations techniques de désinfection et de désinsectisation qu'on est en train de mener au niveau de la ville de Thiès. Donc, mais également la distribution de kits d'hygiène qui va permettre aux populations vraiment de pouvoir respecter les gestes élémentaires donc, des bonnes pratiques liées aux bonnes pratiques d'hygiène. Dans le même registre, le capitaine Idrissa Ndiaye, le chef régional du service de l'hygiène de Thiès, a évoqué l'existence d'autres maladies liées à l'eau. Les maladies liées à l'eau, c'est des problèmes de santé publique. Et parmi ces maladies, il y a surtout les maladies vectorielles. On pense surtout au paludisme, on pense à la dengue, donc on pense à la fièvre jaune. Mais il y a aussi d'autres maladies plus exotiques qu'on appelle le chikungunya, donc le virus Zika, donc la fièvre de la vallée du Rift, Crimée-Congo. Tout cela, c'est des maladies qui sont un peu liées à l'existence de l'eau, donc et qui créent ce qu'on appelle des gîtes larvaires. Donc c'est compte tenu vraiment de tous ces risques que vraiment des efforts importants sont faits au niveau de la région de Thiès, vraiment pour permettre aux populations donc, de faire face à ces épidémies donc, qui peuvent avoir vraiment de lourdes conséquences sur le plan de la santé de la population. Awa Conté, sage-femme à la retraite, habite dans ce quartier. Elle remercie capitaine Idrissa Ndiaye pour ce geste de haute portée. Ça, c'est une bonne chose, vraiment. S'il pouvait le faire régulièrement, bon, ce serait une bonne chose. On le remercie vraiment. Comme on est un peu enclavé, je pensais que bon, il n'avait pas l'idée de venir ici. Des opérations de grandes envergures sont prévues dans le cadre du saupoudrage aussi au niveau des quartiers de Thiès. L'autre volet est relatif à la mobilisation et à la sensibilisation. Merci Charanta. En politique, Ousmane Sonko se déclare candidat à la présidentielle 2024. Le leader de PASTEF, les Patriotes, invite ses militants à se mobiliser. Selon lui, le pouvoir en place est en train d'ourdir son inéligibilité. Annonce faite ce matin à l'occasion d'une déclaration de presse. Le voici. J'appelle les uns et les autres. J'appelle les citoyens. J'appelle les militants et les militantes à être vigilants, à se préparer. Parce que le camp d'en face ne lâchera pas. Ils ont fomenté un ensemble de dossiers. Parce que leur objectif, ce n'est pas d'emprisonner Ousmane Sonko. Parce qu'ils savent qu'Ousmane Sonko, à l'intérieur d'une geôle, est beaucoup plus difficile à gérer qu'à l'extérieur. Leur objectif, c'est de trouver un motif de condamnation, ne serait-ce qu'au sursis, dans les 18 mois à venir, pour empêcher la candidature de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Est-ce que le peuple l'acceptera? Est-ce que vous, militants et militantes, vous l'accepterez? Est-ce que vous, frères africains, vous l'accepterez? Je ne pense pas que oui. Et c'est pourquoi nous vous demandons de vous tenir prêts à faire face à ces projets de forfaiture. Climat social délétère à la RTS, Abbas Sow, par ailleurs secrétaire général adjoint du SYNPICS, dénonce la gestion de l'entreprise publique. Il demande la démission du directeur général qu'il juge incapable de gérer cette boîte. Abbas Sow a été l'invité de la matinale de TFM. Nous avons énormément de difficultés. Les difficultés liées à la gestion d'un directeur général qui malheureusement n'a pas réussi sa mission de rehausser l'image du service public de l'audiovisuel. À l'état actuel, il utilise des nervis des gens pour nous intimider, pour nous calomnier sur tous les plateaux de télévision, mais malheureusement, ceci ne passera pas. Nous sommes des Sénégalais bon teint. Aucun citoyen ne peut
nous donner effectivement un mot d'ordre, ni un sens interdit. Nous allons vaquer librement à nos occupations grâce effectivement aux dispositions que nous allons prendre, dispositions au plan juridique, dispositions au plan législatif et réglementaire, pour que nul n'en ignore, nous sommes dans un pays de droit. Et justement, aujourd'hui, tous les services publics de l'audiovisuel du Sénégal traversent les mêmes difficultés. Ils ont pour nom une gestion gabégique. Ces difficultés ont pour nom, effectivement, l'échec des politiques publiques en matière, effectivement, de gestion de l'audiovisuel. Ceci, c'est pourquoi nous lançons un appel pour que les gens appuient effectivement les syndicats qui sont dans ces maisons pour que nous puissions réécrire une nouvelle fois les plus belles pages de l'histoire de l'audiovisuel. De fréquences FM disponibles à Dakar, l'annonce est du directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes à RTP. Selon Abdouli, toutes les fréquences inutilisées seront récupérées et données à d'autres structures qui sont dans le besoin. Le voici à l'occasion en marge d'un atelier organisé ce matin avec Alassane Ba. La situation, elle est celle qu'on connaît notamment à Dakar, avec une prolifération des demandes de fréquences qui font dans la zone FM notamment qu'il n'y a plus de fréquences disponibles. C'est en cela que la RTP avait commis l'année passée une mission d'audit qui avait permis de récupérer l'ensemble des fréquences qui ne sont pas utilisées, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, d'usagers potentiels qui demandent des fréquences à qui elles sont attribuées et qui par la suite ne les utilisent pas, alors que ces fréquences peuvent être attribuées à des opérateurs économiques pour qu'ils puissent en faire des outils de développement. Donc, comme je viens de vous le dire, la fréquence est une ressource rare, la fréquence manque, ici à Dakar notamment dans la bande FM, et dans d'autres bandes également, les opérateurs ont besoin des fréquences, et c'est en cela que nous avons organisé aujourd'hui ce séminaire de vulgarisation. Il y a un cadre qui existe, ce cadre il est régi par les textes réglementaires autour des communications électroniques, et ce cadre-là, c'est celui que suit la direction de la gestion des fréquences pour l'attribution des fréquences. Tout autre chose, les populations de Fissel réclament le bitumage de l'axe Tchadjaï-Fissel-Ndangalma. Autre difficulté soulevée, l'accès à l'eau. Sur les 28 villages que compte la commune, 9 seulement ont accès aux liquides précieux. Et tout cela avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Une fois que les habitants de la commune de Fissel interpellent le chef de l'État sur la situation de leur localité, cette commune manque de tout. Nous réclamons la mise en œuvre des activités du PIDC au niveau de la commune de Fissel. En termes d'eau, Fissel compte 28 villages. C'est uniquement les 9 qui ont accès à l'eau. C'est uniquement 8 villages qui ont accès à l'électricité. Les 22 n'ont pas d'électricité. Ces habitants de Fissel continuent aussi à réclamer le désenclavement de leur zone. Nous demandons le désenclavement des villages. Enfin, et continue. Toutes nos excuses, petit problème technique avec ce sujet. Le comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l'électricité, COSUEL, vient de remettre 500 kits aux électriciens, aux artisans électriciens de la région. Cette remise fait suite à une formation de 3 jours. Mamadou Lamine Ndiaye, directeur général du COSUEL, est avec Fatou Bintou Conté. A formé tous les installateurs de Dakar. Lors de la formation, on les avait promis un accompagnement en logistique. Aujourd'hui, la cérémonie d'aujourd'hui témoigne de cet accompagnement-là. Aujourd'hui, on a donné 500 kits installateurs aux 500 électriciens, premiers électriciens de Dakar qui ont été formés. Donc cet accompagnement permettra à l'installateur, à la suite de sa formation, d'avoir au moins un outil de travail, parce que c'est de l'outillage. Donc on a constaté que la plupart des installateurs n'avaient pas l'outillage qu'il faut pour faire les installations. Comme c'est de nouvelles normes qui ont été éditées, il faut des équipements qui sont adaptés à ces normes-là. Puis l'actualité internationale nous mène au Burkina Faso, en France et en Algérie, où 38 personnes ont péri dans les flammes de violents feux de forêt au nord du pays. Le récit de Daniel Diouf.
En Algérie, de violents feux de forêt se sont déclarés dans 14 départements du pays. Un nouveau bilan diffusé ce jeudi fait état de 38 morts et plus de 200 blessés. Depuis le début du mois d'août, 106 incendies ont été recensés dans le pays. Plus de 1800 hectares de broussailles et 800 hectares de forêt ont été ravagés par les flammes qui ont envahi aussi bien les forêts que les villages. La situation est inquiétante et de nombreux habitants ont été contraints de fuir leur maison. Au Burkina Faso, une lettre a été déposée lundi auprès du procureur pour dénoncer l'incendie criminel des locaux de l'Assemblée nationale durant l'insurrection de 2014. Une insurrection qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré. Une lettre signée de Léonce Koné, un ancien ministre du président déchu. Il accuse certains membres du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, proche de l'ex-président Kaboré, d'avoir revendiqué le saccage de l'Assemblée nationale dans des déclarations publiques en 2016. L'auteur de la plainte dit espérer l'ouverture d'une enquête et assure que sa démarche n'entend pas nuire à la réconciliation nationale. En Guinée, 2 jeunes de 17 et 19 ans tués par balle mercredi lors d'une journée de contestation qui a donné lieu à des affrontements et des manifestations sporadiques contre la junte au pouvoir. Le Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, qui avait appelé à manifester, a accusé sur les réseaux sociaux la garde du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, d'avoir abattu les 2 jeunes hommes alors que son convoi traversait la banlieue de la capitale, Conakry, lieu de la contestation. Le porte-parole de la police a dit ne pas avoir connaissance de ces bavures alors qu'il aurait été sur les lieux quand le chef de la junte est passé. Et puis, les violents orages qui frappent la Méditerranée française depuis 2 jours ont fait 5 morts et plusieurs blessés jeudi en Corse. Un homme de 46 ans victime de la chute d'un arbre sur son bungalow, une adolescente de 13 ans atteinte par la chute d'un arbre et une femme de 72 ans par la chute du toit d'une paillote ont également perdu la vie. Un pêcheur est aussi décédé en Corse du Sud. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP la préfecture maritime. Le bilan est toujours provisoire. Et puis un mot de sport pour la vulgarisation du rugby féminin au Sénégal. Un événement va être organisé ce samedi à Yoff. Méconnu du grand public, la discipline fait face à beaucoup de problèmes qui freinent son évolution. La participation de tournois internationaux offre pour le moment les rares satisfactions, cher Sadibou Diarra. À 7 ou à 15, le rugby gagne du terrain au Sénégal depuis une dizaine d'années. Encore dans ses premiers balbutiements, celui féminin peine à décoller en dépit de la mise en place de championnats et des participations à des compétitions internationales. Les filles rencontrent d'énormes difficultés. Pour le championnat, c'est tout un problème pour organiser un championnat au Jiguen. Pour l'organisation des championnats féminins, c'est tout un problème. Trouver des terrains pour s'entraîner s'avère miraculeux, s'y ajoutent les difficultés financières et matérielles. Nous avons beaucoup de problèmes au niveau du rugby féminin, alors qu'elle est une discipline qui participe à des compétitions internationales avec de bons résultats. Mais pour soulever des trophées, il faut avoir beaucoup de compétitions dans les jambes. C'est pourquoi nous réclamons de l'aide. En pleine préparation des éliminatoires du mondial au mois d'octobre prochain, le rugby féminin du Sénégal participe à une opération de séduction pour la discipline ce samedi. Nous avons des joutes ce samedi à la plage PCAO de Yoff. À part le rugby féminin, il y aura du badminton, du volleyball, du foot flag. Nous demandons à la population de venir découvrir ces disciplines un peu inconnues au Sénégal. Nous préparons également une fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui aura lieu en Tunisie au mois d'octobre prochain. En octobre, à l'image du football féminin qui force désormais le respect, le rugby féminin du Sénégal progresse à son rythme. Sûr qu'avec plus de licenciés et de matchs, la discipline va sous peu apporter son lot de satisfaction au sport sénégalais.
Merci, cher Sadibou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. À suivre en deuxième partie de soirée ce soir, une édition spéciale consacrée à la gestion hospitalière au Sénégal de façon générale, mais particulièrement sur la délocalisation de l'hôpital Le Dantec. Abdoulaye Cissé, pour en parler, va recevoir Pape Demba Diallo, directeur général du FONSIS, Moussa Samdaf, directeur du Centre hospitalier national d'Al Jam, et puis Chersek, syndicaliste, Maktar Dabo, expert en management, pour revenir sur le cas du Dantec, de l'hôpital Le Dantec, Tivaouane, Ourossogui, etc. Et puis le FONSIS, le Loup, dont la bergerie médicale aux partenaires incontournables pour un meilleur relèvement du plateau médical. On va en parler de tout ça dans la deuxième partie de soirée avec Abdoulaye Cissé aux manettes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment. Tout de suite, retrouvez Binta Diallo pour la deuxième partie de Soir d'Info avec son invité. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.